Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nous sommes en situation critique. Je suis Thomas, votre hôte, et ce soir à mes côtés, Aladin, Gabriel, salut Gab. Salut. Ala 2, Frédéric, salut Fred. Et Alibaba et les 40 voleurs, Henri. Salut Henri. Hello. On est dans le thème. Cette petite émission, on parle de films entre potes. Si vous aimez bien, mettez des likes, partagez. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de Scheherazade. Il y a plein de films qui s'appellent Scheherazade. On parle de Scheherazade, le film de 2019, 2018, je sais plus. Film français récent. Ce qui était un choix de Henri. Henri, pourquoi tu as choisi ce film? Parce qu'il m'a plu avant tout. C'était une très bonne surprise. C'est un film qu'on m'a recommandé, en fait, quelqu'un en qui j'ai confiance sur le plan du cinéma. J'avais pas beaucoup d'attentes. Et puis, ce qui m'a assez étonné, c'est que j'ai vu ce film, j'ai bien aimé en le regardant, mais j'y ai surtout beaucoup pensé après. Ouais. Et quelque part, il m'a vraiment donné une impression que j'ai pas si souvent que ça avec des films. Il m'a donné à réfléchir et puis à me rendre compte à quel point, en fait, je le trouvais finalement réussi pour plein de raisons différentes comme ça. Ok. Donc, Comment? voilà, quoi. Je sais pas ce que tu veux que je développe, mais Non, mais écoute, on aura le temps de développer par la suite différents aspects du film que tu as pu apprécier ou qui t'ont marqué. Les autres, c'est quoi votre impression du film en 2 mots, Fred? Kaira, pute. Ouais, bon. Gab? Immersif et sensibilité, juste pour faire chier à Fred. Alors, avant qu'on vienne un peu dessus, je vais un peu improviser un résumé. On suit Zach, un jeune adolescent à Marseille, qui sort de prison et qui se retrouve à ne pas pouvoir rentrer chez lui, ça ne veut plus de lui, et il veut pas non plus aller dans les foyers. Donc, il se retrouve à la rue et il s'est hébergé par une prostituée. Et puis, de là, les choses se passent, hein, il se rapproche et il y a des péripéties qui se passent. Alors ouais, c'est la deuxième fois qu'on parle d'un film qui se passe dans les banlieues marseillaises, et c'est la deuxième fois d'ailleurs qu'il y a Kenza Fortas aussi dedans, c'est assez marrant, après Bac Nord. Mais du coup, c'est vrai que c'est de l'autre côté, quoi, du miroir, on va dire. C'est clairement plus dans le milieu des jeunes, des petits délinquants, quoi, on va dire, voire selon les moments, c'est quand même des trucs assez graves qu'ils font. Mais ouais, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que c'est pas nécessairement un film qui se veut d'analyser un mode de vie, il présente plus l'histoire de ces deux personnages, vraiment. Il y a un côté, je trouve, assez humain, assez réussi de ce côté-là, quoi. Intimiste. Zach et Scheherazade. Ouais. Vas-y, Gabriel, si tu veux rebondir. Non, mais après, justement, le but de ce film-là, c'est pas d'être un film d'action comme Bac Nord, mais plus de raconter une histoire d'un couple, quoi, finalement. Donc, je pense que c'est une autre approche. Même que le réalisateur est parti d'un fait divers qui racontait l'histoire, si j'ai bien compris, d'un type qui est effectivement tombé amoureux d'une prostituée, alors qu'il n'y avait pas les âges qu'ils ont dans le film, hein, mais c'est à partir de là qu'il a construit un petit peu son histoire. Je suis d'accord avec le côté intimiste, on est un peu toute proportion gardée, hein, c'est pas le même génie, mais il y a juste ce couple avec tout qui est autour, c'est un peu comme dans In the Mood for Love qu'on a un peu vu, simplement un peu modernisé, puis c'est un peu un In the Mood for Love de cité. Toute proportion gardée, encore une fois. Et ça, c'est vrai que c'est au fur et à mesure du film, j'ai l'impression que c'est ça qui commence à en sortir. Parce que, pour être honnête avec vous, moi, les premières minutes de film ont été profondément désagréables. Je me suis dit, ça commence à être filmé comme un reportage. Tu as l'impression que sur un reportage de TF1, comme ça, avec la caméra à l'épaule. T'arrives, ils parlent comme des débiles. Ils ont tous l'air complètement des vieilles racailles immondes, etc. Désagréable, vulgaire, inculte, enfin tout ce qu'on peut aimer, violent, tout ce qu'il peut y avoir dans un reportage TF1 classique sur les cités, et tel qu'on peut l'imaginer, il y a un peu de vrai aussi là-dedans, et peu à peu, il y a justement, il s'humanise, et on sort de cette meute, et on en fait des vrais humains, et il y a un petit côté très romantique qui sort après. Mais je trouve que ça vient dans la deuxième partie du film. Bah, disons que, alors, juste pour revenir à ta comparaison avec In the Mood for Love, il y a ce côté-là, justement, où ils sont un peu amoureux envers et contre tout, quoi. Finalement, malgré les circonstances, tu vois. Et c'est vrai que ce que tu vois au début du film, c'est ces circonstances, c'est ce monde
glauque, où lui doit faire le bonhomme tout le temps, un gamin de 17 ans qui sait rien faire d'autre, et elle qui doit bien vivre avec son lot de prostituées également. Donc c'est clair, c'est clair que tu es dans un monde qui est pas reluisant, clairement, quoi. Pourchassé, écrasé par la société. C'est un petit peu comme ça m'a fait penser à plein de films qu'on a déjà vus, mais dans Le Roi et l'Oiseau, c'est ça aussi. T'as le petit marchand d'allumettes, et puis la jeune bergère. Et c'est un peu ça, là. Maintenant, c'est modernisé, c'est une pute, et puis c'est un jeune issu de cité. Mais ils sont écrasés par cette société, ils sont écrasés par cette pression. De justement, comme tu dis, il doit faire le bonhomme, etc. Il doit se la jouer. Vas-y, je suis pas amoureux, mais en même temps, il aime une pute. Elle doit faire la pute parce qu'elle a d'autres choix. T'as sa famille où qui est embrigadée aussi. Il y a cette scène à la fin où tu vois sa mère qui prend le parti des racailles et en disant faut pas la balance, etc. Je te trouvais quelque chose, alors que cette vieille salope, elle l'a quand même abandonnée et puis laissé seule. Enfin, on voit que c'est quand même aussi. Ça, c'est peut-être un peu le côté moraliste. Le film montre qu'il a bien cherché aussi. C'est pas un... C'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas ce côté moraliste qui aurait pu être très, très chiant, comme on l'a eu, comment il s'appelle avec ce film-là. On a vu aussi un film horrible, Le Brio. Voilà, ouais, mais il y a quand même un côté très, très, très moralisant et moraliste dans Le Brio qu'il n'y a pas ici, où on a un peu ce sentiment d'immersion. Moi, je l'ai trouvé assez objectif, ce film. Alors que c'est pas un milieu qui m'attire c'est ça, alors que c'est pas vraiment un milieu qui m'attire de base. Et tu vois, le personnage de la mère, alors elle l'abandonne lui, mais elle a été abandonnée par le père de ses enfants avant aussi, tu vois. C'est beaucoup des gens qui sont façonnés par leurs circonstances et qui en font des gens qui font parfois des choses monstrueuses, parce que Zach aussi fait des trucs assez dégueulasses aussi. C'est ce que je dis. Mais voilà, après, on ne peut pas trouver des excuses à tout ce qui est fait. C'est des délinquants et des putes. Je veux dire, après, on ne sait pas ce qui vient derrière. Justement, on nous donne pas, tu sais, genre l'enfant battu ou l'enfant qui a trop fait. Ils nous font pas chier avec des excuses. C'est du brut, ils nous le donnent et c'est ça qui donne un côté réel. Et tu as toute une scène à la fin avec une de ces prostituées qui lui dit juste assume, quoi. Faut assumer les trucs que tu as fait. Je trouve assez fort en tout cas, parce qu'en fait il a aussi, justement, au début tu vois qu'il y a une certaine elle lui dit, la meuf dirait t'es comme les autres, quoi, t'as pas de respect pour les femmes, quoi. Et justement, tu as tout ce côté où il apprend à humaniser les femmes, les prostituées, et la collègue trans aussi de sa copine. Il y a tout ce côté-là qui découvre et qui le fait clairement changer de... Et sans qu'ils en fassent des tonnes. Non, mais je trouve que c'est assez... Ouais, justement, j'avais pas l'impression, c'est un truc que j'avais noté, que j'avais pas l'impression que c'était trop moralisateur non plus, que c'était assez juste, ouais, assez juste. Et puis, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est que effectivement, le côté glauque, c'est la toile de fond. Et puis, cette toile de fond, elle s'efface, en fait, quand même. C'est pas la chose à laquelle on pense le plus, en fait, après avoir vu le film. En fait, finalement, on est vraiment amené à réfléchir à leur relation, au dilemme que lui là. Est-ce qu'on peut être amoureux d'une prostituée, ce genre de choses, comme ça, mais pas finalement à cet environnement, en fait, qui est peut-être le même pour beaucoup de gens, comme ça, mais qui est que quelque part un prétexte, en fait, au final. Ouais, mais c'est vrai en tout cas, il me donne l'impression d'authenticité aussi, cet environnement, notamment dans les dialogues, tu vois. Moi, je connaissais pas la phrase se faire emboucaner, mais j'imagine que c'est tout à fait typique de la jeunesse marseillaise de maintenant, et où tu vois, le jeune, au début, quand il ment, il prend vraiment les gens pour des cons, tu vois. Et moi qui, des fois, ai interagi avec des jeunes dans des situations pas très cool, parce que je suis agent de sécurité, je dois leur dire, faut partir de là maintenant. Les gars, ils vont te mentir de manière tellement grillée, ils savent très bien que tu prends pas pour un con, mais ils arriveront quand même à garder ce visage. Au début, il a vraiment ce besoin de faire le malin envers l'autorité, d'être un menteur, et qui est très crédible pour les situations de racaille, à défaut d'un meilleur mot, quoi. Mais parce que je crois pas que ça soit des vrais acteurs, en tout cas de métier. Je crois que c'est juste des mecs, des gamins de cité qu'ils ont pris, justement. Lui, vraiment de prison. Et ils se démerdent plutôt bien. Non, les deux, je crois. Ils jouent leur propre rôle. Ils jouent leur propre rôle, mais même, il y en a, tu regardes qui jouent leur propre rôle, tu regardes les séries ABE, etc., ils jouent leur propre rôle, pourtant, tu voyais que c'était terriblement mal fait. Donc là, je trouve plutôt, mais pour dire que même en jouant son propre rôle, il faut quand même réussir à le faire, parce que tu dois être intimidé par la caméra, etc. Et ça, je dois leur laisser quand même, ils se démerdent bien tous,
Après, je sais pas si c'est vraiment comparable de ça, mais après, ça aussi, c'est une question de l'équipe qui les entoure derrière, le réal, toute l'équipe du film, tout ça, qui permettent aussi de la direction d'acteur, quoi. Il y a pas que ça. C'est vrai qu'il a mis du temps à chercher ses acteurs. Il allait à la sortie des lycées, il allait à la sortie des prisons, ce genre de trucs pour essayer de recruter les gens. Ils ont quand même un certain charme, ces gamins, tu vois. Bah, ils ont une gueule. Ils ont une gueule. Ils ont une gueule, ils ont un charme, ils ont une façon de s'exprimer. Je peux pas parler de Gouaille parce qu'on est quand même loin de, comment il s'appelle ce réalisateur français qui faisait ces dialogues. Blié. On le cite tout le temps. Audiard. Audiard. On est quand même loin d'Audiard parce qu'ils ont quand même ils ont quand même un vocabulaire qui se limite à 25 mots, mais en tout cas, ils l'expriment assez bien. Bah, ça rend le truc plus réel. Ils sont hein. touchants. Ça rend le truc très réel. C'est vraiment ça. Ce que je trouve, c'est qu'en fait, ils sont pleins de vie. Et c'est pas évident, justement, quand tu joues, de faire transparaître toute la vie que tu as en toi, comme ça. Et puis, là, je trouve que c'est hyper bien fait dans cette situation-là. Et puis, de nouveau, hein, pour revenir à l'idée que tu disais tout à l'heure que tu avais affaire à des jeunes et tout ça, puis qui sont toujours en train un peu de faire les barbeaux et puis de se protéger quelque part. Là, toujours, ça arrive. Dans leur relation, et puis quelque part, tu passes de l'autre côté un petit peu de la barrière, et puis tu vois des gens comme vous et moi, quoi, comme ça, c'est-à-dire avec, dans une simplicité que je trouve assez incroyable. Et puis j'adore aussi dans ce film un truc qui est hyper bien fait, c'est la façon dont les liens se développent entre les différents protagonistes. Par exemple, quand ils rentrent dans cet appartement avec chez Sherazade, et puis qu'ils rencontrent cette transe, c'est assez marrant le premier rapport, et puis peu à peu durant le film comment cette relation évolue, et puis elle devient une relation vraiment de solidarité, de soutien, probablement même d'amitié, comme ça. Je trouve assez vraiment très très bien fait hein, et au même titre, hein, comment les relations se déconstruisent aussi, comme tu disais avec la mère, par exemple, mais aussi avec son ami là qui vient le chercher à la sortie de la prison, et puis finalement avec qui les relations se détériorent parce que le mec il lui doit des trucs, et puis sa femme lui appartient aussi, tout genre de choses. Hein, je trouvais assez bien fait, quoi, disons. Je suis totalement d'accord. Ouais. Je suis totalement d'accord. Même si je dirais pas qu'ils sont comme toi et moi, enfin, je pense quand même qu'il y a peut-être un raffinement dans l'expression qui est pas la même, mais en tout cas les sentiments sont les mêmes, et leur humanité est la même. Ouais. Excusez, j'ai essayé de passer des... Par contre, il y a quand même une animalité qu'il y aurait peut-être pas chez nous quatre dans notre façon d'être. Donc ça, il faut quand même pas la négliger. C'est ce qui fait le côté assez véritable, assez plein de vie, justement plein d'énergie dont tu parlais. Mais c'est quand même aussi effrayant comme monde. Ouais. Et ce qui est intéressant, vous disiez tout à l'heure qu'ils sont allés chercher ces acteurs donc à Marseille même, et puis en dehors des écoles, au sortir des prisons et tout ça. Et je crois que lui, elle arrive en fait quelque part à faire du cinéma son métier, mais lui, je crois qu'il a replongé en fait. Il est inculpé actuellement, et puis, donc la frontière entre le jeu et la vraie vie en fait est très très fine. Hein, et pour eux. Pour eux, voilà. Et dans ce cas-là, je trouve assez intéressant, quoi, je sais pas ce qu'il vit lui maintenant, hein, d'avoir goûté au cinéma, d'avoir fait quelque chose d'aussi bien, d'avoir mené à bout un projet, et puis de se retrouver dans sa vie habituelle, entre guillemets. Ça doit être assez particulier aussi. J'imagine. Mais c'est vrai que là, on a l'impression d'un monde, on a l'impression d'un Marseille qui est vraiment dans lequel il y a que délinquance, prostitution, violence. Ils se tirent dessus, ils se parlent comme des ennemis. Même quand ils sont en boîte de nuit, comme ça, qui doit être censé être un loisir, on voit que c'est aussi un lieu de pression qui est horrible. Enfin, franchement, c'est vraiment un monde de merde. C'est pour ça que je disais quand même. C'est aussi un de mes soucis que j'ai par rapport à ces films de banlieue, c'est qu'on voit toujours la banlieue de la même manière, finalement. Et puis, c'est un peu ça stigmatise, en fait, cet endroit-là aussi. Donc, c'est vrai que je trouve un peu, oh, non, c'est bien ça. Ouais, mais même à un moment donné, j'ai pensé avoir vu ce film. Même à un moment donné, j'ai pensé avoir vu ce film, mais en fait, j'ai confondu avec un autre. Donc, tu vois, entre les banlieues de Marseille et les banlieues de Paris, tu vois, c'est ok, ouais, bon, voilà. Ouais, mais c'est le côté comme depuis la haine, on fait toujours un peu la haine. Chacun veut faire son la haine. Mais en même temps, il faut dire ce qui est vrai. Enfin, c'est pas non plus un milieu qui
qui est très très agréable. Et je ne dis pas du tout que c'est très dur, béni oui oui pour les gens de cité. Non, je pense qu'ils en sont parfaitement responsables et que ces petites racailles, c'est eux qui sont responsables de la merde qui en découle. Mais, mais parce que c'est parce une que partie, c'est-à-dire, on a tendance à croire que c'est toujours comme ça que ça se passe. il y a quoi d'autre? C'est des gens qui sont, il y a qui juste sont, des fois des gens qui habitent et puis qui sont dans un chômage extrême, qui passent leur vie devant la télé ou alors qui descendent. C'est de la merde, la vie de cité. Faut arrêter. Il y a aussi c'est comme la campagne française. Mais en l'occurrence, quand on parlait du Brio, on avait un film qui parlait des gens qui s'en sortent. Mais c'est vrai que. Bien sûr. C'était n'importe quoi. Bon, il était con. N'importe quoi. Mais c'était pas nécessairement parce que quelqu'un pouvait s'en sortir de la cité, parce que ça arrive quand même assez régulièrement, et heureusement, quoi. Heureusement. Mais. Bien sûr, mais quand ils y arrivent, le premier truc qu'ils font, c'est la quitter. C'est pour ça que je dis qu'il reste quand même un résidu de merde dans les cités. C'est un endroit où personne ne veut vivre. Il faut être honnête. Parce qu'il y a de la violence, parce qu'il y a de la, parce qu'il y a une misère intellectuelle, il y a une misère totale. Il y a tout qui est à chier dans une cité. Il faut quand même être. Je sais pas. Je crois qu'il y en a plusieurs quand même qui veulent quand même rester là-bas parce qu'il y a comme une communauté qui se forme et puis qui s'y attache. Puis il y a. Moi, je suis pas d'accord non plus avec. Je pense que c'est un peu stéréotype d'imaginer que tout le monde crèverait de quitter la cité, crèverait d'envie de quitter la cité. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça, quoi. C'est chez les gens, c'est chez eux, quoi. Puis c'est ça, ouais, ils ont grandi là-bas, ils ont vécu toute leur vie là-bas, et je pense qu'il y a un attachement qui se fait, malgré le fait que c'est le seul endroit un footballeur qui vit encore, hein. Trouve-moi un footballeur qui vit encore. Ils sont hors sol, les footballeurs qui ont réussi dans le football. Non, mais par exemple, je crois qu'il y a quoi? Mais il y a certains humoristes, là, qui viennent de la banlieue, qui sont toujours en banlieue, tu vois. Alors comme Omar Sy, à Los Angeles? Non, mais en tout cas français. Non, mais Omar Sy, toi, tu sais bien ta vie, tu vivrais toujours à Genève. Comment? Je sais pas si tu es à Genève, mais tu quitterais peut-être aussi Genève. Ah non, moi j'adore Genève. Et puis mais je me suis installé à Carouge, tu vois, je me suis expatrié. Et donc non, je suis très heureux dans ma ville. On m'a proposé là d'ailleurs de professionnellement d'aller ailleurs, et puis j'ai refusé parce que je suis bien ici. Donc non, absolument pas. Ça n'a rien à voir. Moi, je parle pas de la ville. Paris, c'est une très bonne ville. Par contre, le 9-3, c'est pas vraiment un endroit agréable à vivre. Faut arrêter justement, ce que j'aime bien dans ce film, c'est que c'est pas trop extrême dans la souffrance absolue. Et en même temps, c'est pas non plus un truc idyllique où on vit tous ensemble, les bisounours. Pour moi, c'est ça la cité. Et je pense que c'est très vrai et très juste. On le disait au début, puis maintenant on dit non, c'est pas vrai parce qu'ils ont pas assez embelli. Non, c'est ça la cité. C'est un monde de démerde. C'est un monde dans lequel tu te démerdes. Et quand tu te démerdes, tu fais de l'illégalité. Ce que je voulais dire, c'est qu'ils finissent pas tous dans le trafic de drogue et puis pas toutes les filles disputent, quoi. C'est ça que je veux dire. Voilà. Certaines. Ouais, tu vois. Parce que là, j'ai l'impression que ce que tu es en train de dire, c'est que tout le monde finit délinquant, quoi. C'est ça que je veux dire. Non, c'est faux. On dit qu'une famille sur deux dans le 9-3 et dans les quartiers nord de Marseille, une famille sur deux vivrait de façon directe ou indirecte du trafic de drogue. Peut-être, mais ça reste une famille sur deux, quoi. À Genève, il y a super bon. Du métier de banquier, quoi. C'est ça. Quand t'es banquier, tu restes pas là. Il faut arrêter maintenant de faire les hypocrites. Mais bon, c'est un autre débat. Il faut arrêter de faire à chaque fois qu'on parle de sujet que tu veux nous faire un exposé sur à quel point. Je fais pas un exposé. Vous me répondez, parlons du film. Je viens de dire, parlons du film. Mais juste, moi, j'avais un truc sur lequel je voulais revenir. On parlait du manque de vocabulaire et je trouve qu'il expose deux choses, en fait. Il y a un petit peu à ce côté, il y a des choses qu'on ne sait pas exprimer, mais il y a des choses qu'on nous a appris à réprimer, tu vois, à ne pas dire, quoi. Et il y a, ouais, voilà, il y a une phrase qui m'a marqué, c'est, on dirait, je sais pas, voilà, c'est chaud. Tu vois, c'est vrai que c'est très réaliste comme genre de phrase. C'est le mec qui sait pas quoi dire, mais il y a quelque chose à dire, tu vois, et c'est important. Je sais plus si c'est lui ou si c'est je crois que c'est une des autres prostituées qui lui dit ça, quoi. Mais, et il y a des fois, il y a certains dialogues où ils parlent un peu comme des enfants. Tu vois, quand ils essayent de parler à la fin aussi à la juge, de parler du, viol. De dire relation sexuelle, ouais, voilà, de dire relation sexuelle, mais sans dire faire l'amour, sans dire baiser, sans dire niquer. Ils sont complètement bloqués, tu vois, et je pense qu'il y a il y a des choses comme ça, il y a des facteurs limitants, en tout cas dans la vie en cité, il y a celui-là, et puis c'est vrai que alors pour revenir un peu sur peut-être un peu plus en sujet, mais c'est vrai que tu vois, on le voit avec quelqu'un comme Paul Pogba en ce moment, que tu peux avoir aussi des trucs qui te tirent vers le bas quand tu viens dans ces milieux-là. Mais voilà, après je suis sûr qu'il y a plein de gens qui s'en sortent très bien. Moi j'ai plusieurs de mes cousines qui ont grandi dans des cités et qui s'en sortent très bien dans la vie, donc heureusement. Mais c'est vrai qu'elles sont parties.
c'est vrai qu'elles sont parties. Après, tout ce que je voulais dire, c'est qu'ils partaient. Mais après, c'est vrai que c'est une forme d'analphabétisme. Mais par contre, je suis d'accord avec toi, Thomas, que moi, ce que j'ai trouvé très touchant, c'est justement quand tu vois justement les gamines qui suivent son pouce, eux qui se font des câlins comme des enfants, et tu vois qu'ils essayent de jouer les adultes en permanence, alors qu'en fait, parce qu'ils ont dans leur vie, ils sont obligés de le faire, mais en même temps, ils restent au fond des gosses. Et c'est un peu ce qui se passe dans les cités, c'est on t'oblige un peu à grandir trop tôt. Et c'est cette sensation qui se dégage de ce film. C'est des gamins qui sont pas encore mûrs et qu'on a obligé à faire des choses qu'ils auraient jamais dû devoir faire à leur âge. C'est-à-dire la violence, la prostitution, des choses que normalement tu dois pas côtoyer quand t'es encore un gosse. Henri, tu veux dire quelque chose? ouais, je voulais juste dire un truc par rapport au vocabulaire. Là, j'ai regardé, comme je proposais le film, j'ai regardé 2-3 interviews du réalisateur, donc Jean-Bernard Marlin, et puis ce qu'il expliquait, qui était assez intéressant, c'était aussi que, en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, hein, c'est pas un langage si pauvre que ça, parce qu'il est tout le temps, il évolue perpétuellement. Et puis lui-même, il avait donc des dialogues prévus, hein, et puis il pouvait plus utiliser ces dialogues-là parce qu'ils étaient plus adaptés à l'époque, en fait. Et donc, il a dû demander à ses acteurs, en fait, de quelque part traduire en langue contemporaine de Marseille, hein, les dialogues que lui il avait prévu de faire, juste pour mettre aussi en évidence un petit peu la richesse de ce parler-là, quoi. Disons, c'est pas nous on a l'impression qu'il y a peu de mots, mais il y a plein de mots qu'on a appris finalement. Oui, d'ailleurs, on les utilise, même dans le 16e, maintenant, de plus en plus de personnes l'utilisent. Même nous, on utilise un peu de verlan, on utilise un peu de langage qui vient des cités, puis par extension, qui vient du Maghreb. Je suis d'accord qu'il y a une certaine richesse, en tout cas, un certain exotisme à la chose. Même, tu regardes d'anciens rappeurs, ils ont plus du tout la même langue que les rappeurs d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, même nous, en tant que vieux cons, il y a des trucs qu'on comprend pas. De là à dire que c'est une langue riche, c'est un dialecte qui est en évolution constante, je te l'accorde. De là à dire que c'est un langage riche, je pense quand même que le nombre de mots est plus limité. Il suffit de les entendre parler. Il y a quand même plus de répétitions dans les mots que si tu écoutes du Rabelais. Non, mais c'est sûr. Mais c'est pas Achille Talon, hein, c'est sûr. Bonne référence à Achille Talon. Mais du coup, ouais, je pense que cette évolution, elle se traduit aussi justement par le fait de vouloir garder souvent ces langues, on va dire, argotiques locales, notamment dans les milieux de la criminalité. C'est beaucoup de langues qui se créent dans les milieux de la criminalité. C'est pour pas que les flics comprennent ce que tu te dis l'un à l'autre, quoi. Les Gitans. C'est normal que en fait, ces choses doivent garder leur évolution, à la fois pour garder une forme d'intimité entre les gens qui les parlent, pour garder une forme d'identité qui n'est pas reprise par le mainstream, on va dire, et en même temps, pour garder une forme de secret, quoi. Mais en effet, ouais. C'est exactement comme chez les Gitans, t'as parfaitement raison. D'ailleurs, beaucoup de mots en français viennent, de ce milieu-là viennent, il le traite de poucave, d'ailleurs, quand il se fait, poucave, c'est un mot gitan. De toute façon, tous les verbes en français qui finissent en ave, c'est des trucs qui viennent de mots gitans. Et c'est rarement des trucs très, je savais pas du tout. J'ai m'apprends quelque chose. Chourave, en tout cas, marave, bouillave. Un batave, non? Non, un batave. D'ailleurs, à propos, ça m'a fait rigoler parce qu'elle les appelle les bulgardes et pas les bulgares, quoi. Les bulgares, c'est des tanks. Mais ouais. Voyons voir. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mes notes? Il y avait juste une autre chose qui m'a bien plu aussi dans ce film, c'est que ça se passe dans une ville, hein, et tout est fait pour qu'on sache que ça se passe dans cette ville. Il y a les acteurs, leur parler, on a déjà évoqué. Mais même, ce qui m'a vraiment bien plu aussi, c'est les couleurs. J'avais l'impression qu'à plein de moments, t'as ce soleil, en fait, un peu rasant, comme ça, ces couleurs fauves, quoi, qui fait que visuellement, tu ressens aussi où tu es. Donc, il n'y a pas que le son, hein, il y a aussi l'image. Et puis, j'ai trouvé qu'il était excellemment bien filmé. Tu parlais au début, tu disais qu'il y avait un côté un peu documentaire. Et puis, je trouve qu'effectivement, ce film, même si l'histoire est importante, hein, la fiction est importante dans ce film, il y a ce côté-là un petit peu, tu sais pas trop où tu te situes, t'es un peu dans la réalité, un petit peu dans la fiction. Et puis, tu as cette ville que tu observes aussi, pas que tu visites, parce que tu vois pas la bonne mère, on voit pas la Canebière. Un tour comme ça, mais tu te ressens quand même profondément dans l'endroit. Et puis ça, j'ai trouvé assez bien. Et je me suis justement posé la question parce que le type qui a fait le film, il est marseillais, hein, et il vient de ces quartiers-là, hein, donc c'est plutôt le centre de Marseille. D'ailleurs, c'est pas vraiment la banlieue. Du tout. Et c'est ça qui est sympa. Ouais. Pardon. Vas-y.
Ouais. Et puis donc il a passé 2 ans, il est revenu 2 ans en fait préparer son film à Marseille pour retrouver un petit peu le goût de la ville comme ça. Et puis il a réussi à très très bien la faire ressortir. Et je me demande quand il fera un autre film, si c'est pas à Marseille, comment il va s'en sortir en fait finalement, parce que tu sens qu'il est chez lui quoi. Il filmait, il rejouait son expérience sur certaines choses, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, ça m'a frappé justement qu'il montre t'as vraiment l'impression d'être dans Marseille. Les plans de nuit comme ça sont très jolis. Tu vois justement la ville comme ça et tu vois que c'est vraiment quelqu'un qui aime sa ville, qui a grandi et c'est très juste ce que tu dis là. On n'est pas dans le truc comme dans Bac Nord. On est vraiment dans la grosse cité avec le gros plan depuis la mer, le machin où tu vois que ça aurait pu, que c'est fait de façon caricaturale. Là, tu sais que c'est quelqu'un qui a vécu, qui aime sa ville et qui te la montre. C'est joli, tu vois, ce plan de lumière. Il y a notamment beaucoup de lens flare la nuit. Oui, alors, c'est visuel, quoi. C'est ce qui donne ce charme un peu orangé dont tu parles. Alors moi, c'est même le côté un peu plus fauve de l'Estac, quoi, le fauvisme, ces gens qui viennent à Marseille en fait pour avoir cette couleur un petit peu ocre comme ça, que je retrouvais aussi dans les images de jour, hein, mais notamment quand il sort de prison au tout début, c'est très orangé comme ça. Mais effectivement, c'est aussi. Et j'ai aussi reconnu Marseille avec ses grands boulevards, ces choses comme ça. Je trouvais assez bien, quoi. Qui est une belle ville. Ouais, c'est une belle ville, ouais. On a tendance à l'oublier parce qu'on la caricature comme une ville de cité affreuse, mais c'est une très belle ville. Ouais. Mais il y avait des super plans dans Bac Nord de la ville. Ben non. Tu fais du sarcasme, là, rassure-moi. Non, je dis Gab, il fait du sarcasme parce qu'il dit qu'il y avait des super plans qui mettaient en valeur la ville de Marseille dans Bac Nord et j'ai pas eu cette sensation. Et puis l'autre chose, juste par rapport à la ville, qui est assez intéressante, là, en écoutant ces interviews de Marlin, il expliquait quoi, pour lui, Sherazade, c'est Marseille. Donc je sais pas s'il entendait Kenza Fortas ou s'il entendait le film lui-même, mais c'était vraiment son projet en fait que d'incarner quelque part Marseille. Et ça, je trouve assez intéressant aussi. Parce que moi, je pensais que le film, c'était le titre, je l'interprétais, c'était le nom de l'héroïne, mais j'imaginais aussi un peu du fait de l'histoire de Mille et une nuits qu'elle racontait pour survivre à une histoire nuit après nuit pour ne pas se faire tuer. J'essayais de faire une allégorie avec ça par rapport à l'histoire, puis en fait, c'était bien plus simple que ça. Hein. C'était simplement un portrait de Marseille qui est en partie aussi un peu oriental, etc. Ok, c'est joli, c'est intéressant. Je savais pas du tout. C'est bien que tu aies vu cette interview. Je crois que Badan nous a quittés. Momentanément, je pense. Ouais. Il a toujours des bugs, mais là, il vient de s'acheter son nouvel ordi. Il n'a aucune excuse. On est tout perdu là. On est comme des enfants marseillais sans nos parents. C'est ça, on est tout nus. On est tout nus sans notre bada. Exactement. Ouais, parce que j'ai bien aimé en fait dans le film, c'est aussi le début, le générique du début, c'est des images d'archives. J'ai trouvé ça assez cool et assez étonnant d'introduire le film comme ça. Je me souviens plus, c'est quoi comme qu'est-ce que je sais pas, il y a plusieurs images un peu en mode Ina, noir et blanc. On voit des migrants arriver en bateau, on voit des gens construire des routes comme ça. Puis je trouve ça assez cool d'introduire un film comme ça en fait. Justement, en fait, ça revient à ce que tu disais, ça parle de Marseille finalement ce film quoi. Ouais. Donc, je trouve ça assez cool d'introduire un film comme ça sur des images d'archives. Oui, puis finalement, après, tu ressens pas tellement ce côté. Il y a pas. C'est pas vraiment le thème du film. L'idée que les gens sont déracinés, participent à la construction d'une ville dans laquelle ils arrivent, etc., etc. Quoi, je trouve que j'avais complètement oublié d'ailleurs. Hein, mais peut-être parce que tu les vois vraiment comme Marseillais. En effet, moi, c'est des Marseillais. C'est pas du tout. Ah, salut Thomas, t'es de retour. Rebonjour, désolé. Il aime bien ton nouvel ordinateur. Ouais. Hein. Non, mais là, c'est mon réseau qui a aussi des problèmes, ma foi. Prochaine étape. Je sais pas trop ce que vous allez dire pendant que j'étais pas là, mais du coup, je trouvais que justement, moi, c'est une des critiques négatives que j'avais vues, c'était le fait que ça ressemblait à un documentaire. Je trouve que les plans sont suffisamment bien construits pour que j'ai pas eu cette impression-là non plus, tu vois, en dehors justement de ce jeu sur la lumière. Mais c'est vrai que ce truc caméra à l'épaule, ça peut m'emmerder. Mais là, au début, c'était désagréable. Tu vois, ça bougeait quand même quand il suit pour aller entrer dans le foyer. Là, je me suis dit, non, ça ne peut pas être tout comme ça, je vais avoir la gerbe. Puis après, je trouve que ça s'apaise et puis que ça devient justement
On passe du documentaire trash sur Marseille à une histoire d'amour bien filmée, beaucoup plus artistique. Il y a une évolution permanente dans le film. Je le disais, bon, puis ça se rapproche des personnages aussi beaucoup à des moments, et des fois ça s'en éloigne de manière très volontaire. Donc ils sont pas justement, ce serait pas comme ça si c'était un mec avec une caméra qui suivait des gens dans leur intimité, quoi. Tu vois. Et exactement. Et ça, c'est une belle évolution dans le film qui se fait. On n'est pas sur petit à petit, on va sur l'intimité. Et c'est ça qui est joliment fait. C'est un beau travail de réalisateur. Et il y a un autre truc que j'ai bien aimé au niveau visuel, c'est, ça paraît un peu logique vu les thèmes du film, mais il y a un côté qui joue très sur l'enfermement. Ouais, à la fin, très souvent des barreaux, même des fermes, tu vois, là ils sont enfermés dans un couloir pendant toute cette scène où il est en dialogue avec sa mère, et où il se fait embrouiller par son beau-père d'ailleurs. Bah, tu vois, c'est ces éléments comme ça un peu qui m'ont fait penser à In the Mood for Love, parce qu'on est aussi dans des couloirs très enfermés, etc. C'est vrai. Bon, il y a pas des mecs qui se baladent en slip, ils ont plus d'élégance, mais c'est pour ça que je dis trop de proportions gardées. Il y a quand même un rappel de ça. Ça fait très The Mood for Love aussi, ces couleurs et comme ça. Ouais, cette scène-là, assez néon. Moi, autre chose auquel ça m'a fait un peu penser, que ce soit à ce niveau-là, de ces moments-là, ou à la musique aussi, qui au début, ça m'a fait un peu fait penser à Scarface, sur certains trucs. Parce qu'au début, il y a une musique très années 80. Et, attends, mais je vais vous montrer, ouais, ce genre de plans comme ça avec beaucoup de lumière au néon, ça fait penser à du Gaspard Noé, quoi. Ouais, à fond aussi, clairement. Donc, ouais, tout de suite, ça m'a fait penser à ça. Moi, juste un autre truc qui m'a fait penser à Scarface, c'est la scène d'intro, qui est justement cette musique très années 80 et qui démarre sur des images d'archives d'immigrants. C'est ce dont on parlait. Qui arrivent, d'accord. Qui ancre un peu le truc qui ancre un peu on va dire le film au niveau historique, quoi, on va dire. Mais t'as exactement la même chose dans le début de Scarface, en fait, qui commence comme ça, avec le même genre de musique aussi, hein, bien sûr, parce qu'il est très années 80, comme dans un ambiance Scarface. Juste. Et pour moi, le truc qui scelle qu'il y a un peu un hommage là-dessus, c'est que Scarface, le fond, c'est ça s'interrompt un peu de la même manière. Et chez Razad, c'est ça. Donc pour moi, il y a clairement une volonté, tu vois. Belle trouvaille. Mais je te dis, ouais, ça m'a vraiment fait penser au début, là, cette musique très années 80, très synthé, quoi. Bah, maintenant que tu le dis, c'est assez évident, mais j'avais pas fait le lien. Et qui marche bien avec le son un peu néon. C'est marrant dans le parallèle que tu fais, c'est que dans Scarface, c'est un peu le triomphe du virilisme. Et puis là, dans ce film, je trouve que c'est aussi un élément extrêmement important, c'est que c'est un film antipatriarcal, en fait. C'est quoi la dignité de cette femme, ce qu'elle veut et ce qu'elle obtient à la fin de lui, hein, c'est-à-dire sa capacité à déclarer ses sentiments intimes, hein, et pas rester loyal quelque part à son milieu ou à ses valeurs, peut-être. C'est pas la violence qu'elle attend de lui, ouais. C'est pas la vengeance qu'elle attend de lui. Ce que lui, il pense qu'elle voudrait, c'est qu'il la venge, tu vois, de s'être fait violer. C'est pour ça qu'il va voir le mec avec son flingue. Mais non, ce qu'elle attendait, en effet, c'est... Justement, donc je trouve pas que le terme antipatriarcal soit vraiment ça, parce que justement il fait pas ça. On regrette quand il fait la brute épaisse. Par contre, elle aime son côté protecteur, son côté je suis là, son côté homme sain, et ça c'est quand même très patriarcal à mon avis. Ouais, alors je suis pas entièrement d'accord. Je pense que c'est un peu la virilité des années 2020, en fait, c'est d'être quelqu'un. Ou des années 20 aussi. Etc. Ou des années 20 aussi. Ça veut dire sans violence, simplement une protection assez élégante, comme on voit la protection comme étaient les patrons dans les années 20, c'est-à-dire un côté très paternaliste, mais qui est pas problématique. Alors moi je vois pas ça comme ça, mais non, mais bon, ça c'est Fred qui fait des. Mais c'est un autre débat. Mais ouais, voilà. Et puis juste, moi, il y a deux scènes au niveau cinéma que je trouve assez fantastiques. Attends, je veux juste t'interrompre parce que tu as dit que Scarface, c'est le triomphe du virilisme, mais moi, je suis pas du tout d'accord, au contraire. Parce que, en fait, ces deux films, laisse-moi expliquer pourquoi. Ces deux films, c'est un rise and fall, en fait. T'as ce jeune, de ces deux films, t'as ce jeune, plus ou moins issu de l'immigration, qui grimpe dans qui commence à avoir l'argent, etc., et qui échoue en partie à cause de sa virilité, justement, en tout cas de sa virilité mal placée, puisque Scarface, enfin Tony Montana, il va tuer lui-même sa sœur et son meilleur ami, et il va mourir de son sentiment de surpuissance, tu vois, alors que là, on a plus un Scarface qui finit bien, finalement, on a une rédemption. Au contraire, il essaie de tuer son meilleur ami et puis finit bien, finalement, comme tu dis, hein, c'est étonnant. Potentiellement, il pourrait devenir une famille lambda
qui aurait son appartement dans une tour de Marseille, hein, pourquoi pas. Avec des mais bon, c'est ça. Quoi. Il s'en échappe, il s'échappe et il sort justement de ce monde conditionné dans lequel ils doivent être tout le temps enfermés. Elle commence une formation et puis lui, il atteint la rédemption en prison et il sort lui de la spirale de la violence parce qu'il s'est fait tabasser, il a perdu même un œil et elle sort de la prostitution et de l'argent facile. Donc il y a une rédemption qui est pas la même que dans Scarface en effet. Non, qui est pas la même que dans d'autres films de ce genre, tu vois, où dans les, je sais plus le film de Scorsese là où tu suis Henry Hill joué par Ray Liotta qui est mort récemment, mais tu vois, il y a aussi un Rise and Fall et à la fin il y a une rédemption, mais lui pour lui la rédemption n'est pas satisfaisante du tout, tu vois. Il peut plus redevenir un humain normal parce qu'il a goûté à ce pouvoir des trucs là et là. Finalement, on ne sait pas comment ça se finir parce que ce mec, il a envoyé en prison, il est en prison que pour 1 an. Il y a son frère qui est toujours libre, a priori, hein, son frère qui est un peu le petit parrain de la mafia locale, Mehdi. Donc, on ne sait pas comment ça va se passer quand il va sortir. Idéalement, ça se passera bien parce qu'on finit sur une note d'espoir, mais finalement, est-ce qu'ils vont se refaire tirer vers le bas par ce monde ou est-ce qu'ils vont peut-être justement partir Difficile. Mais j'ai trouvé touchant cette scène de fin où quand elle s'est reconvertie dans la pâtisserie et qu'elle lui passe la pâtisserie à travers les barreaux. Moi, j'ai versé ma petite larme personnellement à ce moment-là. Parce que normalement, c'est la question qu'on pose toujours à Thomas, de savoir s'il a pleuré. Et puis, donc, ça faisait longtemps en plus que tu n'avais pas eu un film à larmes. C'est possible, ouais, c'est possible. Non, mais je dois avouer que c'est une des 2 scènes auxquelles je fais référence comme ça. Et puis je trouve que c'est tout simple. Mais c'est du très bon cinéma parce que c'est justement, mais ça, sans prétention en fait, et ça marche quoi. Et puis l'autre scène, je trouve que c'est chez le juge. Je trouve que le procès il est aussi hyper intéressant comme il est filmé. Et là on est clair qu'on n'est pas dû dans la caméra à l'épaule. Enfin peut-être qu'il y a un peu de caméra à l'épaule, mais en tout cas on est sur des plans longs très fixes de ces personnages qui parlent et qui racontent leur. Et relativement serré aussi, parce qu'il n'y a pas de plan large vraiment du tribunal. Il y a assez peu de plans larges. C'est ça, c'est vraiment souvent des plans serrés sur les persos qui parlent ou qui discutent et c'est ça qui est intéressant. Et puis c'est marrant qu'ils soient les deux à regarder dans la même direction du juge. Elle et lui, mais elle est devant, lui est derrière, et puis souvenir. Hein. C'est un peu particulier cette disposition comme ça. C'est ça l'interaction entre les deux accusés, entre son ancien pote et son ancien collègue bien sûr, son ancien collègue parce qu'il y a que des collègues dans ce film. Exact. Et c'est ce qui est justement ce qui est parlant dans ce moment-là, c'est justement la profonde opposition qu'il y a entre la maladresse touchante et presque infantile qu'il y a entre les deux, où il touche, puis il dit je l'aime, tout ça, vraiment, enfin, 2 gosses de 8 ans, puis de l'autre côté, je vais te buter, fils de pute, etc., où là, parce qu'ils sont dans leur rôle. Et ce contraste entre les deux donne quelque chose de très réussi. Un truc que j'ai remarqué de particulier au niveau vocabulaire à nouveau, c'est que même elle traite les gens de fils de pute. C'est particulier, non? Parce que finalement, la signification de ces insultes n'ont plus aucun sens finalement pour la plupart des gens, quoi. Exact. Quand il dit enculé ou fils de pute, finalement, ça n'a plus vraiment de sens. En soi, les gamines, les gamines, elles se disent toujours frères entre elles. En plus, ou gros. Il n'y a pas que les insultes qui ont plus de sens. Même quand lui, il viole la femme que Zach il aime, ça n'a pas beaucoup de sens non plus à ses yeux. Il comprend pas en fait que son copain en fasse toute une histoire. La dichotomie entre une pute et un humain, qui est quand même un truc assez présent au fond du film, qui est pas évident pour lui que les putes c'est des humains comme les autres, pour Zach au début, et qui est évident pour personne dans ce truc. Même sa mère justement, qu'on le voit à la fin, elle dit tu vas pas faire ça pour une pute. Je suis pas sûr par contre. Je pense que c'est une question de balance ou pas balance, ça, par contre. Même dans la façon de dire, je pense qu'on a argument qu'elle utilise. C'est l'argument qu'elle utilise, mais est-ce qu'elle le pense vraiment? C'est autre chose. Bon, on n'en sait rien, en tout cas, elle le dit. Oui, mais c'est parce que justement, être une putière, c'est pire que tout. C'est même pire qu'être une pute, c'est ça que je veux dire. Donc, je pense que c'est ça que veut dire là dans le film. C'est à la balance. Non, mais alors là, en l'occurrence, c'est possible parce qu'on la voit après qu'il serre la main, limite. Enfin, il lui serre pas la main. D'ailleurs, c'est un peu bizarre cette scène. C'est un des moments pas très crédibles du truc où le mec il vient jusque dans le tribunal pour voir la mère du mec pour lui dire alors c'est bon, tu lui as dit de balancer. Enfin, il pouvait se voir dehors comme ça, le mec il l'aurait pas vu. C'est pas très malin, oui. Oui, mais il faut c'est du ciné, voilà, quand même. Oui. Vous êtes dur. Oui, c'est clairement il y a eu un arrangement, tu vois. Il lui a filé de la thune à elle pour que
pour qu'elle le convainque, quoi. Pour moi, c'est clairement ça, le truc. Ou menacé, ou truc du genre. Ou... Ouais, les deux, sans doute. Hein. Ouais. En général, ça... ça va ensemble. Mais ouais, alors notre réplique que j'avais notée, c'est quand il s'embrouille avec le beau-père. Le beau-père lui dit même pas, il lui dit je vais t'enculer parce que justement maintenant c'est devenu enculer quelqu'un, c'est aussi une manière de les menacer. Mais ça veut pas dire que tu vas leur mettre la bite dans le cul. Ça veut dire que tu vas leur casser la gueule. Donc, bon, écoute, hein. Mais puis l'autre il dit même pas capable de respecter ta mère. Tu vas m'enculer. Allez, nique de là. Il savait plus entendre dire nique ta mère ou casse-toi de là, et j'ai trouvé ça sentait l'authenticité à nouveau, tu vois. Je sais pas s'il y a un peu d'impro dans les dialogues, j'ai pas trop regardé ça. Je pense qu'ils leur disent vas-y, énerve-toi, défonce-le, tu vois. C'est ça, ouais, voilà, il t'a mal parlé, vas-y. Enfin, ça fait très vrai, ces insultes, elles font très, très crédibles. Parce qu'elles sont pas écrites. En fait, il y a un côté justement pas. On en parlait l'autre fois avec Max que les dialogues des fois sont parfois très théâtraux, sont très écrits, ce que j'aime bien aussi. Les deux peuvent plaire, mais c'est clair que là, on n'est pas du tout dans ce domaine-là. On est clairement dans cet univers, hein, l'écrit aurait été. Il y aurait eu quelque chose d'une dichotomie assez problématique. Et surtout, comme c'est que des acteurs amateurs, ça aurait dû être trop compliqué si c'était trop écrit. C'est ça. Je pense qu'il y a de ça aussi. Il y a le fait qu'ils ont improvisé sur les bases, comme tu disais, Henri. Ils ont traduit un peu le langage du réalisateur en leur langage, mais je pense qu'ils ont laissé aussi un peu improvisé parce que un acteur amateur pour apprendre toutes les lignes et puis pour apprendre les intentions, etc. C'est pas nécessairement évident. C'est de plus en plus évident d'incarner un peu le personnage et de lui donner ta propre voix, tu vois. Je sais pas à quel point c'était le cas, quoi, là. Oui, mais je crois que c'était ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et puis, l'autre chose qui est assez intéressante, c'est que je les ai vus sur un plateau quand ils étaient dans la promotion du film. Mm-hmm. Et puis, ils sont beaucoup plus maladroits qu'ils sont dans le film. Ça, c'est rigolo aussi, de nouveau. Il y avait vraiment ce paradoxe avec eux entre la vraie vie et la vie jouée. Hein. Ils sont pas aussi... C'est pas des gens du show business, quoi, clairement. C'est clair. J'imagine. Mais après, alors, moi, justement, j'ai mis Risky Business là parce que je me souviens que dans ce film-là, c'est justement une histoire d'un proxénète amateur adolescent qui tombe amoureux d'une de ses putes. Mais il me semble que le thème de amoureux d'une pute, quand même, on le retrouve assez souvent, quoi. Et à raison, parce que c'est vrai que. Pretty Woman. Pretty Woman, c'est juste. Après, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que il devient un peu proxénète malgré lui. C'est pas une vocation, c'est pas une façon de gagner de l'argent pour lui. Il vient à sa rescousse à elle, qui lui demande, qui a 2-3 moments, elle lui demande en fait son soutien, et puis parce qu'elle vient à sa rescousse en l'accueillant chez elle aussi, hein. Oui. Et après, t'as la trans qui dit bon bah vas-y, fais quelque chose, tu vas pas rester là à rien foutre et être logé gratuit. Donc c'est un peu bah vas-y, t'es là, tu bosses. C'est un peu la loi, c'est la rue, tu vois. Ouais. On va pas te nourrir sans raison. Et d'ailleurs, il est assez nul comme proxénète au début. Ah, il se fait quand même bien casser la gueule. Bah, surtout, il a la carrure d'une crevette, il fait 1m50. Déjà, c'est un gamin. Bah, c'est un gosse, encore une fois, c'est des gosses qui jouent au dur alors qu'ils savent pas ce qu'ils font. Et non, justement, pendant le film, moi, je pensais qu'il avait pris plus cher en se faisant taper par les Bulgares. Je m'attendais à ce qu'il ait plus que son espèce de cocard. Ouais, apparemment, en prison, ça a fait plus mal, quoi. Ouais, où il a perdu un œil, ouais, du coup. Mais ouais, je pense qu'il y a aussi justement ce côté où, malheureusement, pour les prostituées dans les pays où c'est illégal, c'est une nécessité souvent d'avoir un proxénète. Alors, c'est pas toujours un choix de leur part, comme c'est un peu le cas ici. Mais je crois qu'il y a aussi ce problème-là. Et je vais dire un peu la même chose que sur Bac Nord. C'est que si il y avait une légalisation de certaines pratiques, beaucoup de problèmes de sécurité qui existent dans ce film n'existeraient pas. Là, on voit en Suisse, hein, il me semble pas que ça soit ultra dangereux parce que la prostitution est légale. Je pense que c'est en France moins dangereux pour les prostituées. C'est ça. En France ou aux États-Unis, on voit que les prostituées elles vivent dans des conditions très difficiles. Elles risquent de se faire agresser en permanence. Elles sont pas de sécurité ou de protection sociale. Enfin, je veux dire, c'est encore une fois une loi moralisatrice parce que plus que pour de raisons publiques. Parce que la prostitution et le cannabis, la légalisation de fait devrait avoir lieu mais juste pour des questions morales, on le fait pas. Puisque tu as raison, de fait, ça existe déjà. C'est ça. Et après, c'est des milieux, encore une fois, c'est des milieux qui sont des milieux de gangsters et ça cultive un milieu de gangsters parce qu'on fait comme si on voyait pas. Ouh là là, c'est horrible les putes. On fait comme si on voyait pas et puis c'est une mafia qui ça existe en marge. C'est ça. Et en marge, il se passe plein de choses. Mais c'est à nouveau, c'est un peu ce que j'avais dit par rapport au problème qu'il y a dans Bac Nord, qui sont beaucoup liés au fait que
que le cannabis est illégal, parce que c'est des trafics qui rapportent à des gens qui ont d'autres, d'autres activités illégales, et que ça participe à cette insécurité et à ce monde difficile des banlieues dont on a parlé, notamment. Totalement d'accord avec toi. Voilà. Quoi d'autre? Bah, il y a une petite scène où ils s'échappent en scooter ensemble, qui est quand même assez mignonne aussi. Ou d'ailleurs aussi au début, quand ils volent des vêtements ensemble. Quand ils vont au bord de l'eau, tu dis. Hein? Ah ouais, elle est très sympa la séance. Justement, la pute lui fait un coup de pute en s'enfuyant et puis après il la rattrape. Là, on voit justement le côté jolie ville de Marseille, etc. Parce qu'on a des plans un petit peu plus éloignés. On le voit des plans par au-dessus, etc. Ils sont pas encore rapprochés. Donc le réalisateur joue là-dessus et puis il garde des plans assez éloignés. Et ça, c'est très touchant. Comme après tu vois comme ça lui fait mal quand elle est avec des clients et puis après elle essaie de rentrer avec lui, elle lui tire le bras et puis il dit vas-y dégage parce que tu vois qu'il est vraiment bouleversé, qu'il commence à être pour la première fois et plus qu'attaché mais amoureux et tu vois ce moment où ils se couchent les deux dans ce lit et puis qu'elle se rapproche puis qu'ils se font un câlin comme deux gosses encore une fois et vu que lui qui se tourne après mais en même temps il accepte la main ou il s'attrape les mains ou ce genre de choses et le contact des mains est très important dans ce film. Absolument. Peut-être de ce côté enfantin, justement, puisque il y a cette séparation de l'amour et du sexe, puisqu'elle est obligée de le faire, elle, cette séparation. C'est ça, la tendresse, pas le sexe. Tu les vois pas d'ailleurs baiser, c'est de la tendresse tout le temps. Ça donne une force à leur relation encore plus importante que si tu les voyais en train de baiser. Mais ouais, du coup, je trouve intéressant d'explorer ce genre de relation, de ces milieux qui se veulent hyper masculinisés et qui bah voilà, tu parlais de patriarchie après avant Henri, mais c'est en tout cas dans un milieu comme la prostitution où t'as un proxénète, bah alors je sais que la patriarchie c'est plutôt un truc de société plus large, tu vois, mais c'est clair que dans les milieux de banlieue, bah il y a c'est quand même souvent les hommes qui ont le pouvoir sur les femmes, donc c'est vrai que c'est intéressant d'explorer ces thèmes-là dans ce milieu-là, quoi. Et puis l'influence arabe, je veux dire, la femme est moins respectée aussi, c'est une évidence. Donc là, c'est justement un peu un pied de nez à ce système où justement très vite la femme est une pute. Bah là c'est l'inverse, c'est une pute est une femme. Donc il y a ce cheminement inverse que je trouve intéressant. Voyons voir. Ouais, moi il y a un truc, c'est un peu con, mais bah, on peut y revenir par la question de la con en fait, c'est vraiment. Ouais, voilà, dans les critiques négatives, moi, j'ai justement vu des gens qui trouvaient qu'il y avait quand même un certain misérabilisme, entre guillemets, qui montrait que ce côté un peu négatif des banlieues, mais ça, c'est plus un côté, moi, je trouve que c'est, et des gens qui disaient que, comme tu disais toi, Fred, sur tes premières minutes du film, qu'ils avaient trouvé qu'il passait juste un mauvais moment, parce que c'était juste glauque, en fait, pour ce film. Et ça, au début, ouais. Ouais, mais ça, je trouve pas ça nécessairement juste, parce que justement, le film c'est pas mal plein d'espoir, quoi. Donc, au début, tu trouves? Bah non, mais au fur et à mesure, ils construisent ça. Après, les gens disent ça, mais moi, j'ai trouvé que pas du tout, justement. Après, c'est cette explosion petit à petit où tu commences à voir la beauté de la ville, tu commences à voir la beauté de leurs personnages, leur intimité, leur profondeur. Donc, c'est pour ça, c'est une fleur qui s'ouvre. Les gens qui critiquaient le langage aussi, comme tu disais, Fred, qu'il y a un côté un peu désagréable, finalement, pour certains milieux, d'entendre que des je m'en bats les couilles, etc. Il y a des gens qui disaient carrément qu'ils n'avaient pas à comprendre parce qu'ils articulaient pas assez, parce que c'était trop un mélange d'argot et tout comme ça. Je disais, mais quand même, frère, fais un effort. Je sais pas, je pense que c'est passé à un certain âge, ça doit être compliqué. Une personne qui a 65 ans, je pense qu'elle va avoir énormément de peine à comprendre le langage. Il parle très vite avec des mots qui, pour la plupart, ils n'ont jamais connus. Donc, et je pense que même pour toi, Thomas, tu as eu un moment d'adaptation pour rentrer un peu dans leur langage quand même. Parce que moi, au début, c'est vrai que c'était un peu compliqué. Je pense que les 2-3 premiers discussions, tu es comme ça, tu tends l'oreille quand même, non? Ouais, moi, c'était désagréable au début, vraiment. C'était une sensation désagréable. Typiquement, les mots de vocabulaire que je comprenais pas, je trouve qu'ils sont très compréhensibles sur le contexte, quoi. Oui, bien sûr. Mais quand même, tu tends l'oreille parce que, t'es pas habitué quand même. Il y a quand même une... C'est peut-être parce que je suis multilingue, ça m'a pas gêné. Ah ouais, ça a été polyglotte. C'est ça, le ré absolu des langues. Non, mais je sais pas. Il a vu plein de fois Snatch, donc il connaît un peu le langage rapide et puis. C'est ça, ouais. Il parle le gitan en anglais, donc. C'est ça, exactement. Donc il comprend tout du coup. Forcément, il comprend tout. Henri, t'en as pensé quoi, toi, de cet aspect-là? Ça t'a gêné ou un peu comme un film en québécois, si tu veux, c'est qu'il y a un moment à rentrer dedans, mais après, étonnamment, et je trouve que c'est fascinant, nos cerveaux, comment ils fonctionnent, mais après un moment, on fait même plus attention à ça.
T'as raison, comme une pièce en verre. Au début, tu te dis qu'est-ce qui se passe, puis après, tu les entends naturellement. Ouais. C'est juste à nous de peut-être nous adapter, en fait. Il y a des gens, du coup, ils ont mal ressenti le truc, du coup, ils n'ont pas voulu faire l'effort non plus. Ou alors, peut-être que dans le film, c'est au début plus effectivement le langage, comme ça, puis peu à peu, ça devient. Moi, j'ai jamais la concentration suffisante pour voir comment un film évolue, si on modifie la façon de filmer ou la façon de parler dans le film ou des choses comme ça, mais ça pourrait être tout à fait aussi imaginable. Alors, en tout cas, pour la façon de filmer, moi, je le remarque parce que je prends des captures d'écran pour l'émission, mais c'est vrai que sinon, à la première vue, souvent, je remarque pas nécessairement que le plan tiens, là, ils ont fait comme ça, les personnages sont un peu enfermés dans leur truc, pendant qu'ils sont enfermés dans leur rôle, tu vois. C'est que moi, je remarque parce qu'on fait cette émission et ce genre de truc, mais sinon, c'est un truc, je passe complètement à côté, quoi. Mais je crois pas qu'il y ait vraiment une grosse évolution du langage, à part que, justement, tu as ces moments où ils parlent de manière un peu plus enfantine, quoi. Mais bon, ça, il y a ça déjà assez tôt, quand il parle de la prostituée trans de la pote de Sherazade, qui dit un garçon qui prend ça dans le derrière. C'est très bizarre, c'est très enfantin. Maladroit, il y a une grosse gêne avec beaucoup de choses dans ce film et qui est intéressante parce que je trouve qu'en fait, et on y revient souvent sur ce thème-là, mais l'exploration de comment les circonstances et qu'est-ce qui fait un homme, que ce soit dans la tradition ou dans les instincts ou autre, souvent c'est des choses qui rendent les choses compliquées dans la vie de tous les jours, dans le monde moderne. Et je trouve qu'il y a pas mal de manières intéressantes de l'explorer. Je trouve que ça en faisait partie aujourd'hui, quoi. Les tabous. Il y a énormément de tabous. C'est un peu l'opposition l'opposition de justement t'as un monde justement pour le coup là très patriarcal, très chacun son rôle, et c'est très difficile de s'en sortir. Après, de l'autre côté, on peut avoir, quand on va dans les quartiers bourgeois, on va avoir des gens aux cheveux roses, puis tu sais pas si c'est un homme ou une femme, donc c'est un autre extrême. La justesse est toujours au milieu, hein, c'est souvent le cas. Mais c'est vrai que là, on voit qu'ils ont de la peine à sortir de ce carcan et de ces tabous et qu'ils en deviennent justement très, très maladroits dès qu'ils doivent l'exprimer. Entre tabous, puis aussi les obligations que tu penses avoir envers tes potes d'enfance, envers ta mère, la fille que tu aimes, ce genre de choses. C'est tout ça qui définit ce garçon, qui fait que faire ce qu'il pense qu'il doit faire, quoi. Ah, bah on est parti. On l'a récupéré. C'est bon. Je sais pas, moi j'ai un peu fait le tour de mes notes. Je sais pas si vous avez encore d'autres. Non, moi ça va. Mais vraiment, ce que je voulais juste dire, c'est que j'avais pas beaucoup d'attentes. Bon, j'ai vu après coup qu'il avait été primé, hein, donc il a quand même fait une certaine unanimité. Et puis, je suis pas fan des films de banlieue, hein, et celui-là vraiment, je le recommande. Hein, j'ai passé un très très bon moment. Ouais, je pense qu'on était plusieurs. Enfin, moi, j'étais un petit peu à reculons aussi sur le côté film de banlieue, parce que, comme je sais plus qui c'est qu'il a dit avant, mais je trouve que c'est toi, Gab, que souvent, ça se répétait souvent les mêmes thèmes, quoi, et même la même façon de faire, quoi. Et en plus, tu vois un truc, comme disait Fred, il a gagné des Césars. Bon, les Césars, des fois, c'est un peu moralisateur, etc. Donc, ça m'a fait très peur, ouais. Film de banlieue qui a gagné des Césars, je me suis dit, ça va être terrible. Genre le brio. Et c'était pas du tout le cas. C'était franchement j'ai été surpris en bien, comme dit chez les Déçu en bien. Déçu en bien, voilà, exactement. Rien à voir, mais je suis tombé sur un article du Figaro qui disait que ça commençait à arriver en France, Déçu en bien. Oh. C'est même le Figaro s'y met, on devient ultra populaire. Ouais, c'est clair, Figaro, ils ont le doigt sur le pouls de. Mais ouais. De ce que les gens ils sont tellement hype. Exactement. Du coup, on va passer aux chroniques. Gab, tu as trouvé c'est pas des gens très connus, donc je pense pas que tu as grand chose. Justement, moi, j'allais juste rebondir sur ce quoi était condamné l'acteur principal, quoi. Comment c'est déjà son nom? Dylan Robert. Dylan Robert, ouais. En plus, il a le nom d'un psychopathe, donc ça tombe bien. Non, mais en fait, là, t'es juste. C'est vrai que la réalité a rejoint la fiction, quoi, finalement. Est-ce qu'il a été condamné pour un braquage en 2020? En 2018, mais après, il était condamné en 2020. Après, braquage, c'est assez sale comme truc. Après, il y a braquage et braquage, quoi. Je sais pas si c'est à main armée ou pas. C'est un braquage, quoi. Ouais. Je veux dire. Disons, sinon, tu les braques avec quoi? Avec quoi si t'es pas armé? Non, mais tu peux faire un braquage avec, comme le gars qui a le syndrome de Stockholm, là. Tu peux braquer sans vraiment braquer, quoi. Je sais pas. Ouais. Non, pour moi, le terme braquage, ça implique arme, mais je sais pas si.
Après, Il est condamné en 2020. Enfin, c'est une affaire de 2018, donc dans un braquage d'un restaurant. Ouais. En 2018, puis après, il a été, je crois qu'après enquête, il a été interpellé en 2020. Puis le film, il est sorti en 2019. Oh, ouais, c'est vrai. C'est Ah, entre deux, en fait. Je pense qu'il était déjà dans la merde avant, avant de faire le film, quoi. Mais, ou pendant le film, déjà. Il sortait de prison quand il était casté, ouais. Ah, il sortait de prison, vraiment? Ah ouais. Ah, ok, alors du coup, c'était convenu, quoi. Mais, peut-être c'était la préventive, et puis. peut-être, ouais. En tout cas, il était en détention provisoire en 2020. Et son procès il était normalement durant cette année, mais il n'y a pas vraiment plus de détails. Mais, bon. Ouais. Mais moi, c'est ça que je trouve aussi assez fascinant avec ce film, c'est le parallèle entre leur vie et... Ah non, il était condamné à 30 mois de prison. Désolé, j'ai mal lu. Ouais. 30 mois de prison. 30 mois, c'est qu'il a fait du sale. Hein. Ouais, bah oui. Bah ouais. Ou sinon, il a pas balance. Il n'a pas poucave. Il n'a pas poucave. Fred, revue de presse. Qu'est-ce que c'est? Revue de presse, alors, étonnamment, enfin pas étonnamment, justement, il n'y a rien d'étonnant. Il a été très salué par la presse, surtout la presse de gauche. On est quand même dans un film qui doit faire bander les homos de Télérama pour la virilité ambiante. Et donc, salué par la critique, il en est à 4-1. J'ai trouvé d'excellentes critiques. Après, je vous parlerai des spectateurs, vu qu'il est à 4-4. Donc, dans les deux cas, c'est une réussite sur Allociné. J'ai eu de bonnes critiques. Je crois que c'était Lobs. Ouais, Lobs. C'est un film brûlant sur un petit miracle. L'éclosion d'un amour là où il n'y en a plus de traces. Simple, juste, et tout à fait adapté à la situation, puisque c'est vraiment ce qui se passe. On a une histoire d'amour qui éclot dans un marasme ambiant. Ouais, mais je trouve intéressant parce que ça met justement dans le fait que c'est le marasme c'est que le fumier dans lequel la rose pousse, si on veut, quoi. Comment? C'est que le fumier dans lequel la rose pousse, le marasme. C'est ça, voilà, c'est exactement, c'est une bonne description, c'est exactement ça. Et autrement, j'en avais une autre. Le premier long-métrage, La naissance d'un cinéaste, Bernard Martin parvient dans cette œuvre à concilier la force du naturalisme et le meilleur du film de gangster, à cheval entre Keshish et Martin Scorsese. Quand même. je trouvais assez intéressant de voir. Je suis pas tout à fait d'accord. Je vois pas trop le Scorsese dans ce film, mais je trouvais ça intéressant. Dans les spectateurs, comme je vous ai dit, donc très bonne. On est les deux au-dessus de 4, donc ça veut dire que c'est quand même une unanimité et surtout une conjonction entre la presse et les spectateurs qui est assez rare. C'est un peu fleur bleue malgré la violence ambiante, alors que les revolvers ont remplacé les couteaux et que les drogues se durcissent. Mais les acteurs ont tant d'énergie et l'intrigue est si bien menée que le film est touchant et sonne juste. C'est un très bon résumé, selon moi, de ce que j'ai ressenti. Bon, les critiques négatives, je les ai un peu lues sur Allociné personnellement, mais je sais pas. Ce que tu as dit, c'est ennuyant, on comprend rien, tu l'as déjà évoqué. Puis après, des trucs racistes, enfin, des trucs classiques, quoi. Oui, t'as pas développé une chronique. Je sais pas, tu veux pas nous faire une chronique histoire sur l'histoire de la criminalité à Marseille? Non. Depuis que Franck le Belge est mort, là, j'ai plus suivi. C'est qui Franck le Belge? Je connais pas du tout. Oh, je sais pas, c'est un mec le Belge, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais c'était un peu le parrain de Marseille. En fait, j'ai vu récemment. Ah, ok, stylé. La French, là, avec Dujardin. Il est du même mec qui a fait Bac Nord, d'ailleurs. Et Novembre, qui est sorti. Ça. Ouais. D'accord. Il vaut le coup? Ouais, c'est juste ça. Du coup, ça t'a plu? Ouais, moi, j'ai bien aimé, mais parce que, en fait, je suis prof d'histoire et puis, j'aime bien les reconstitutions d'époque. Je comprends, ouais. Voilà. Le film se passe dans les années 70, du coup, c'est ça? Pardon? Il se passe dans les années 70, du coup, c'est ça? Ouais, à peu près, ouais. Ouais, c'est sur plusieurs, je crois que c'est sur 2 décennies comme ça, mais ouais, c'est ça. Puis là aussi, il doit y avoir une certaine gouaille, c'est des Corses et tout ça, c'est assez sympa, non? Oui, alors lui, le juge dont on raconte l'histoire, il vient du Nord et il se retrouve muté à Marseille. Puis, mais par contre, t'as Gaston Defer, qui est joué donc dans le film, des choses comme ça, c'est assez rigolo, quoi. Ok, donc, stylé. ça dès qu'on était petits, mais voilà. Mais la French, c'était des Corses, non?
Ouais, il y avait aussi des Corses, mais c'est une connexion, c'est un réseau qui exportait de la drogue jusqu'aux États-Unis. Aux États-Unis, ouais. Mais je croyais que c'était géré par la mafia corse, justement. En partie, ouais. Mais pas que. Pas que, d'accord. Je dirais Wikipédia. En parlant de mafia, moi, ce film m'a fait un peu penser à Grand Theft Auto, à GTA. Parce que dans les histoires scénario de GTA, finalement, tu as quand même des trucs assez humains souvent qui se passent. Tu suis souvent un personnage et tu découvres le monde au large au fur et à mesure. Et je me suis dit, c'est vrai qu'un jeu français ou qui serait basé à Marseille, qui pourrait faire des références aux différents films finalement de crime qu'il y a eu à Marseille, que ce soit Bac Nord, que ce soit La French, que ce soit même Taxi, tu vois, ça pourrait être rigolo. Mais je me suis dit, je sais pas, est-ce que j'ai pas eu trop d'autres idées pour les questions à la con, mais est-ce que vous avez une idée d'une ville un peu inattendue où on pourrait faire un jeu GTA? Lausanne. Pour l'inattendu, là, tu nous as tous su. T'as les rues à Lausanne qui sont compliquées. Mais... J'avoue que ce serait reconnaissable au niveau de la carte. Ça, c'est vrai que c'est assez typique, quoi. Mais après, je sais pas s'il y a un milieu. Une course-poursuite dans le flon. Une course-poursuite dans le flon. Ouais. Mais je suis pas sûr. Tu as des ponts qui sont assez stylés qui passent au-dessus de la ville. C'est vrai que ça pourrait avoir une certaine gueule. J'avoue. Ça vous a inspiré, Fred? Vas-y, ça t'a inspiré? Moi, en déconnant moins, mais j'aurais adoré parce que je me suis plusieurs fois posé la réflexion. Je me suis dit, putain, ils font chier à chaque fois de faire dans une ville américaine. Ça me ferait hyper plaisir dans une ville asiatique, tu vois, dans laquelle je trouve qu'il pourrait faire une intrigue super cool avec du crime. Tu vois, que ça soit une ville chinoise, t'as des triades, ou bien dans Tokyo où ils te font des yakuza, t'aurais des lumières de ouf pendant qu'ils se baladent dans les rues. Hong Kong, évidemment, justement pour les triades aussi. Et justement, t'as plus de diversité de différents pays. Et t'as des collines, t'as des machins, t'as plein de trucs. Je pense qu'ils pourraient faire un scénario de ouf. Même Macao, tu vois, tu fais un truc, il y a quelque chose qui irait super bien. Et donc, c'est à ça que j'aurais pensé. Le GTA 2, c'était à Londres. Ouais. Ah ouais? Personne ne le connaît. Ouais, exactement. Mais c'est vrai que là, je sais pas d'ailleurs où ils vont faire le prochain et je sais pas s'ils l'ont annoncé. Pas encore, non. Il y a eu un leak, mais je sais pas trop. Sûrement, ouais. De toute façon, c'était pas un vrai leak, non, il me semble. Ça risque d'être une ville américaine. Ils vont faire limite au Texas ou un truc du genre, tu vois. Au bout d'un moment, évidemment, c'est là qu'il y a la plus grosse ambiance. Mais moi, je pense vraiment, avec un truc asiatique, on aurait quelque chose de super sympa. Et puis, je pense que ça marcherait bien. Une petite gueule. Ça marcherait bien. Gab? Je sais pas, j'avais aussi l'idée un peu d'une grande ville asiatique, mais après, n'importe quelle grande ville, je pense que ça pourrait le faire. Je pense, tu vois, peut-être une grande ville comme Nairobi, ça pourrait être pas mal aussi. Ouais, je sais pas, ça pourrait le faire. Plus galère, hein. T'as déjà roulé à Nairobi ou à New Delhi, des choses comme ça. Je sais pas. Nairobi, c'est relativement développé comme ville. C'est ça, je crois que c'est développé, mais c'est tout bouché. Ah ouais. Ouais, bon, ça, après, Los Angeles aussi, hein, ils ont quand même et puis ils ont réussi à faire des trucs, quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'un autre film auquel m'a fait penser celui-ci, c'est La Cité de Dieu aussi, un petit peu. Même si c'est plus cruel, on va dire, un peu plus. C'est moins gentil un ange que Bouscapé dans la Cité de Dieu. Mais du coup, moi, je pensais, c'est vrai que dans des villes brésiliennes, je pense qu'on pourrait faire des trucs assez intéressants aussi. Puis, la BO est moins bonne. Hein, parce que je sais pas, franchement, au niveau BO, j'ai fait attention à 2 chansons. On n'a pas parlé, mais c'est vrai que toi, tu as dit au début, il y a le côté un peu. Mais je n'ai pas vraiment fait attention. Ensuite, j'ai entendu une chanson comme on entend à la radio, un truc horrible de Kaira. Et puis, autrement, le reste. Il y a un monde classique quand ils sont au tribunal aussi, quand ils voient. Exact. Mais ça m'a pas manqué dans ce film, la musique. Je veux dire, je l'ai pas été. Je me suis pas dit, il manque quelque chose. C'était assez réussi aussi pour ça. Non, mais c'est vrai que c'est la Cité de Dieu. La Cité de Dieu, tu le vois, tu as envie d'écouter les musiques après. C'est ouf, elles sont trop bien, les musiques. C'est pour ça que tu m'as fait penser à ça. Ouais. Voilà, on va passer aux notes. On finira par Henri, puisque c'est lui qui a amené le film. Qui veut commencer? Le principe, c'est quoi? C'est quoi le principe? Alors, on dit chacun nos notes sur 10, en argumentant un peu comment, puis c'est toi qui termine, puisque c'est toi qui a amené le film. Voilà, je sais pas, Fred? Je veux bien commencer alors. Moi, je suis arrivé avec un très mauvais a priori. Encore une fois, un film qui a gagné un prix chez Télérama, qui a gagné des Césars, qui parle de cité. Je me suis dit, oh putain, ça va être une horreur. Mais je me disais, je vais venir dans l'émission, je pourrai le fracasser. J'ai commencé à regarder. Je vois le mec avec sa caméra qui tremble. Je vois qu'il parle comme des sauvages, qui parle beaucoup trop réaliste en cité, qu'il se passe rien, que ça a l'air violent, que
ça a l'air abominable. Je me dis, putain, ce film, je crois qu'il va frôler le zéro. Et après, continue, le déclic se fait, leur première rencontre. Je vois, elle lui fait son premier coup de pute, commence à parler, il y a une sensibilité qui se crée, il y a l'amour qui apparaît, il y a de la tendresse, il y a une sorte de révolte contre ce qui se passe. Il y a un côté très adolescent tout en étant très adulte et enfant. Il y a plein de sentiments qui se mêlent. La caméra, je la trouve beaucoup plus présente, beaucoup plus intime. Et donc c'est devenu une très bonne surprise au final. Je dois dire quand même que à certains moments, je me suis un peu emmerdé. Enfin, c'est-à-dire, je trouvais qu'il y avait certaines lenteurs, mais bon, c'était très excusable parce que vraiment, c'était très réussi, c'était attachant pour des gens qui sont pas des acteurs, qui se débrouillent aussi bien. Et puis, quand on se dise pas une seule seconde, putain, là, il s'est complètement planté. Je trouvais le casting super réussi. Donc, je vais lui mettre quand même je pense que je suis influencé parce que je m'attendais vraiment à très mauvais et c'était quand même vachement mieux que ce que j'ai pensé. Donc, je pense quand même que je lui mets, j'hésite entre 6 et 7. Je vais mettre un 7. Ça marche. Mais je pense, peut-être pas que je suis influencé. Non, 6, allez, parce que je vais aller contre mon influence. Autrement, Gab, il va dire que je mets toujours sa même note. J'avoue, c'est toi qui mets mais c'est un 6 ou je pense 7. C'est un bon 6. C'est un bon 6. Gab. Moi, j'ai trouvé tout ce que j'ai bien aimé, c'est le côté immersif du film, où vraiment tu rentres vraiment très vite dedans dans la vie de ces deux jeunes, et tu vois comment ils vivent dans ce monde sordide et comment ils essaient de survivre surtout. Après, ouais, non, mais c'est vrai que visuellement ça marche bien, j'ai bien aimé. Non, mais ils sont touchants, ouais, malgré le fait que ce soit des acteurs amateurs qui ont été choisis comme ça juste pour c'est leur premier film, je les trouve très touchants. Et je pense que le réalisateur a bien su les diriger et à faire ressortir toute leur sincérité. Et on le voit vraiment dans le film, quoi. Gab, oui. Je t'interromps juste 2 secondes, je mets un 7 en fait, vu que j'ai trouvé que c'était pas mon réalisateur et ça c'est un super bon point, donc ça sera un 7 quand même. Vas-y, Gab. Ok. Du coup, voilà, donc le réel a vraiment fait ressortir la sincérité de ses acteurs amateurs et c'est vraiment ça marche super bien, quoi. Surtout à la fin, toute la scène, quand ils se retrouvent à la fin, à travers l'instant où on en a parlé, à travers le grillage, tout ça, c'est super cool. Donc voilà. Après, peut-être le point négatif, c'est toujours un peu les mêmes thématiques, ces films de banlieue. Après, en même temps, on peut pas parler de grand chose d'autre aussi, mais c'est vrai que c'est un peu cliché parfois. Et comme je l'ai dit aussi avant, c'est que j'ai même cru confondre avec un autre film à un moment donné parce que c'est toujours un peu les mêmes scènes, les mêmes interactions, tout ça. Donc, moi, j'hésite plutôt entre 7 et 8. Comme je mets pas de 7, parce que pour ceux qui suivent l'émission et ils le savent, je vais mettre à 8. Ça marche. Ouais, voilà, j'ai apprécié aussi ce côté. C'est un truc qui peut me gêner des fois. Quand on avait parlé de Border, Gab, ce côté justement caméra à l'épaule qui se veut authentique, mais selon les moments, et même très proche des fois, et selon les moments, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Mais là, je trouvais que ça marchait très bien, justement, parce que c'était des personnages assez simples, en fait, mais dans ce qu'ils sont, en fait, parce qu'ils n'ont pas eu le luxe de complexifier leur vie. Du coup, ça marchait assez bien avec ça. Et du coup, tu t'attaches assez facilement et tu as une certaine authenticité qui ressort vraiment de ce film et qui fait que les moments de tendresse marchent vachement bien. Et puis, ce questionnement, ce cheminement qui fait Sozak par rapport à c'est quoi un humain, finalement, qu'est-ce que je dois respecter chez une personne, etc. Je le trouve assez réussi. Et sans être justement moralisateur, comme tu disais, Fred, je trouve que c'est malgré tout, il a quand même des valeurs, ce film, sans être moralisateur. Et je trouve ça assez réussi de mélanger ces deux côtés-là. Et donc, ouais, voilà, je l'ai vraiment bien apprécié. Vraiment des personnages attachants et touchants et qui ont l'air réels. Du coup, moi, je pense sur un 8 aussi. C'est 8. Henri? C'est un bon succès, bravo Henri. C'est un bon succès, très bonne note. Ouais, mais je me suis creusé le chou. Mais non, mais moi, je suis un peu comme vous. C'est que je rejoins. C'est bien filmé, l'histoire se tient. Je trouve que ça, quelque part, il y a, comme on disait, une humanité. Et ça veut dire qu'en fait, les choses qu'ils vivent, en fait, c'est pas réservé à eux de Marseille ou eux des banlieues ou que sais-je. C'est finalement aussi
des questionnements qu'on a pu nous aussi avoir durant notre chemin de vie, hein, je dirais, comme ça, sur qu'est-ce que c'est qu'un humain, qu'est-ce que c'est une femme qui mérite le respect, comment la dignité, ce genre de choses. Quelle est la valeur du sexe par rapport à une relation amoureuse? Ouais. Et puis donc j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était un film un peu assez universel en fait. Et voilà. Puis un peu comme j'ai déjà entendu parmi vous aussi, c'est que je trouve qu'on nous présente toujours un petit peu la banlieue sur son côté négatif. Et puis là, on nous a présenté en fait des individus avec leurs forces, leur lutte, leurs envies et leur réalisation finalement. Donc ça m'a bien plu. J'ai trouvé que c'est un film relativement optimiste aussi, ce qui est pas fréquent sur ces thématiques-là. Bon, c'est des Arabes, mais c'est pas la banlieue. Hein. Il n'y a pas de banlieue dans le film. Oui, ouais. On va faire ça, mais c'est un cheminement facile. Ouais. La jeunesse urbaine. Voilà. Et du coup, ta note? Ah bah pardon, je mets 9 parce que je mets jamais de 10. Mais... on fait le prof. Ouais. Parfait, n'existe pas. C'est formation professionnelle. C'est vrai qu'en histoire, c'est pas comme en maths, tu peux te permettre de jamais mettre un 10, quoi. Voilà, il y a pas de réponse exacte. On peut toujours pinailler. Une chose intéressante que tu as dit, c'est que c'était pas réservé à eux. Je me demande si le public du film n'est pas réservé justement aux intellectuels qui viennent voir ça un peu comme une curiosité aussi, tu vois. Je me demande si ce film a connu un public auprès des jeunes. Oui. En tout cas, vas-y. À Marseille, il est resté, il y a un cinéma, je me rappelle, La Baleine, je crois qu'il s'appelle, où il est resté 30 semaines. Donc en tout cas, les gens de Marseille se sont reconnus dans ce film, et puis, ouais, et c'est un beau. Mais ce milieu-là aussi, parce que moi, je pense qu'ils aiment plus aller regarder Iron Man, quoi. Ou Fast and Furious. Fast and Furious, ouais, grave, Fast and Furious, ouais. Donc, ce serait intéressant de voir la population qui allait voir ce film, parce que Marseille, c'est grand. Alors, je pense qu'il y a un peu la génération des deux acteurs qui ont dû aller la voir aussi, parce que déjà, eux, ils se connaissaient quand ils étaient petits, au collège français. En fait, ça a l'air d'être... ils viennent tous du même quartier, d'ailleurs. Quoi. Il y en a un qui vient de la Belle de Mai, l'autre du 3e arrondissement, c'est juste à côté, comme ça. Et puis, je pense que Marseille, c'est comme Genève, c'est une petite ville, quoi, finalement. Et donc, j'imagine qu'il y a un effet de proximité comme ça qui fait que... Ah, tu connais machin, il est dans ce film. Ah, vas-y, on va voir. Ouais. Peut-être. C'est vrai. C'est vrai que c'est toujours une question que je me pose sur les films, sur des milieux défavorisés. C'est que souvent, c'est pas les gens des milieux défavorisés qui en sont les cibles, on va dire, démographiques du film. Donc, tu regardais La Cité de Dieu, tu vois, je pense qu'il n'a pas été trop vu dans les favelas parce qu'ils n'ont pas trop tendance à aller au ciné, tu vois. Mais je crois que Slumdog Millionnaire, ils avaient fait des projections dans les bidonvilles. Ouais. Ils avaient filmé, je crois. Il me semble. Ils avaient fait le pas. Après, je sais pas si c'était plus pour la promo du film ou ils ont vraiment fait un truc vraiment pour les personnes. Ils leur doivent bien ça en un sens. Tu regardes Bienvenue chez les Ch'tis, c'est sur le milieu ch'ti, c'est aussi défavorisé et puis ils l'ont quand même vu le film, quoi. C'est vrai. Je sais pas si c'est nécessairement la même. Ancien mineur, ça va pas être cool. Non, mais c'est une comédie populaire, tu vois. Ouais. Voilà, sur ce. On peut faire le tir, oui. Que je fasse faire le tirage pour la prochaine fois. Ah, il reste que 2 films, non? C'est quand la prochaine fois, dans 2 semaines? Non, ce sera début du mois prochain, normalement, le premier lundi du mois pour nous. Et pour nos spectateurs, sûrement dans 2-3 semaines, ouais. C'est qui reste? Il reste. Fred et moi, je crois. Il y avait Fred, ouais, c'est très bien ça. C'est très bien. Hop. Et moi, j'avais complètement oublié qu'il fallait qu'on fasse ça, donc je fasse ça en improvisation. Ah, t'as pas les petits papiers? Alors non, les petits papiers, je fais ça cette saison maintenant, on est avec la roue sur Internet et tout. Ah oui, c'est vrai. On a des moyens maintenant, quoi. J'avais oublié. Ouais, on était passé au numérique. Hop. Partager l'écran. La roue est assez binaire, quand même. Bah oui, là, on pourrait faire avec un pile ou face, sinon. Ouais. Et... Quel suspense insoutenable. Et ce sera le choix de Fred. Fred, du coup, okay. J'ai choisi le Batman avec le pingouin parce que d'habitude, je mets que des films qui sont pas populaires et Thomas me tanne avec ça. Arrête, Le Jour et la Nuit, c'est tellement populaire. Hein. Ouais, donc ça c'était la défi, donc le deuxième film de Tim Burton. Batman, le défi, celui avec Tim Burton. Pourquoi mettre le premier qu'on aime tous?
Donc, ça aurait été trop facile. Et celui-là, je pense qu'il est moins abordable, tout en étant un film très grand public. Et ça me plairait d'avoir vos avis là-dessus. Je pense qu'il est plus burtonesque que le premier. Mais du coup, c'est un bon choix, vu qu'on essaie de pas répéter les réalisateurs, ce qui a fait que c'était un peu compliqué pour Henri, qui avait, à la base, voulait mettre un Denis Villeneuve. Ouais, c'est de ma faute, ça. Et en même temps, on avait déjà fait un Batman, mais je veux dire, d'un univers tellement différent que je pense que ça va être intéressant d'avoir une comparaison. Ouais, je me réjouis. C'est un film que j'aime beaucoup le premier. J'ai peut-être pas vu le deuxième depuis plus longtemps, mais. C'est pour ça, le premier, tout le monde l'aime. Donc, c'était trop facile. Peut-être. Du coup, c'est cool. On fera ça pour la prochaine fois. Merci, cool. Merci si vous nous avez regardé jusque-là, vous êtes bien courageux. Merci à vous les gars d'avoir été là. C'était un plaisir. Toujours. D'être venu, ça fait plaisir. Et merci pour ton choix de film, c'était cool à regarder. Ça changeait un petit peu de ce qu'on avait l'habitude de voir. C'est vrai, on n'avait pas eu de film français encore d'ailleurs cette saison. Donc... Justement. Donc, et puis voilà. C'est tout, ouais. Nous étions en situation critique. Maintenant, nous sommes libres. Et nous reverrons. Mais pas encore. Pas encore.